Donc pour introduire la deuxième présentation, enfin une succession de présentations, effectivement, ce sont des étudiants du Master Ingénierie de la Santé qui sont rentrés dans le jeu l'année dernière, qui était en M1, et qui ont suivi donc cette nouvelle façon d'aborder un certain nombre d'éléments managériaux au travers de cette fameuse Health Gaming Week, le Gamathon, les masterclass et Segamed. Et finalement qui sont allés jusqu'au bout, et en tout cas pas jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas qui sont passés de l'idée à l'implémentation, et vous allez avoir quelques expériences finalement de ce que nous a dit tout à l'heure Bastien Fergoni sur jouer pour créer et créer pour apprendre. Allez. Manon, Alix. Bon, alors voilà, je me permets de vous présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alix Fortuny-Conti, donc voici Manon Richard. Donc, comme a dit M. Stassini, on est en Master 2 I2SA à la Fac de médecine. Et l'année dernière, dans le cadre d'une formation aux risques psychosociaux, donc ça rejoint du coup la présentation juste avant, on nous a demandé de créer des jeux. Et en gros, on va vous présenter un des jeux qui a pu être créé, qui n'est pas le nôtre, parce que la personne qui était censée présenter n'a pas pu être là, donc on le présente à sa place. Et donc voilà, donc, je vous permets, je laisse la parole à Manon. Alors, pour vous présenter un petit peu le contexte, même si ça a déjà un peu été évoqué, donc les risques psychosociaux, ça va être des éléments qui vont porter atteinte à l'intégrité physique ou même mentale d'un employé. C'est pourquoi aujourd'hui de plus en plus d'entreprises essayent de lutter contre ces risques-là et mettre en place donc des ateliers ou des éléments pour lutter contre ça. Donc notamment le secteur de la santé est un secteur qui est fortement anxiogène et donc dans ces risques psychosociaux, on peut retrouver, il peut se manifester sous différentes formes comme du stress, des violences internes, des violences externes, dont on va développer un peu plus après. Alors voilà, donc le jeu à proprement parler, c'est un jeu qui s'appelle 1000 semaines en entreprise. Donc ça a été créé par Amalberti Lorena, Durantin Amandine, Gachar Maram, Garwal Katia et Evic Maïté. C'est un jeu qui va se baser sur le principe du 1000 bornes en gros. Donc voilà en gros les règles. Le but du jeu c'est très simple, c'est sur le même principe du 1000 bornes. Au lieu de faire 1000 km pour gagner, il faudra atteindre les 1000 semaines en parant à toutes les attaques, que ça soit du harcèlement moral ou autre, dans l'entreprise. Et donc c'est un jeu qui se joue entre 2 à 6 personnes. Donc pour jouer à ce jeu, donc comme l'a dit Alix, il va falloir atteindre les 1000 semaines en entreprise en évitant, on va dire, les types de harcèlement que d'autres joueurs vont pouvoir venir nous mettre en place. Donc pour ça, il va y avoir 4 familles, des cartes étapes, des cartes attaques, des cartes réponses et des cartes joker. Donc en ce qui concerne les cartes étapes, ça va être donc comme sur le 1000 bornes, le nombre de semaines passées, donc 25, 50, 75, 100 ou 200 semaines. À la suite de ça, donc les cartes attaques, je te laisse. Alors les cartes attaques, donc il y en a, comme vous pouvez voir, il y en a 5 types. Donc il y a les techniques relationnelles, les techniques d'attaque du geste du travail, les isolements, punitives, persécutives. Et en gros, il y a plusieurs exemples de cartes. Donc là, dans la main, j'ai par exemple les techniques punitives, vacances imposées ou non, accordées au dernier moment. Donc c'est vrai que c'est le genre de choses qui ne fait pas vraiment plaisir quand on est en entreprise. Ou par exemple, en technique d'isolement, l'injonction faite aux autres salariés de ne plus communiquer avec la personne désignée. Et donc en gros, toutes ces attaques vont empêcher le joueur d'avancer. Il ne pourra plus donc avancer dans ces semaines, il sera bloqué. Et le seul moyen de pouvoir avancer, c'est donc de mettre une carte solution. Donc au niveau des cartes solutions, il va y en avoir de 2 types, des solutions qui vont être dites externes et des solutions dites internes. Donc les solutions externes, c'est donc comme un employé en entreprise pourrait retrouver, ça va être par la mise en place d'un inspecteur du travail, un avocat, un psychiatre ou psychothérapeute ou des structures d'aide aux victimes. Donc c'est des choses qu'on peut retrouver actuellement. Et donc lorsqu'un joueur va poser une carte attaque à un autre joueur, ça va être à ce joueur-là de trouver la solution appropriée pour pouvoir parer à cette attaque-là.
Donc soit en carte externe, comme je vous l'ai dit, soit en carte interne. Et au niveau interne, ça peut être par la mise en place de syndicats, du soutien des collègues, des délégués du personnel, du médecin du travail ou encore des DRH. Donc après, c'est aux joueurs de pouvoir trouver quelle est la solution adaptée à l'attaque qui lui aura été mise et donc de réfléchir comment s'en débarrasser. Alors un dernier système de cartes qui permet donc de contrer les attaques, c'est les cartes Joker. Alors ces cartes-là, en gros, elles sont, comme c'est écrit, valables 3 tours. C'est pendant 3 tours, les joueurs ne pourront pas attaquer le joueur possédant cette carte Joker, et donc il pourra avancer facilement sans avoir je ne sais quel genre d'harcèlement qui lui tombe dessus. Et voilà, merci de votre attention. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter donc le jeu que nous avons créé, qui se nomme donc Environpoly, qui est un jeu, comme l'a indiqué le docteur lors de la précédente présentation, qui est un jeu donc qui permet donc d'apprendre un certain nombre de choses. Nous allons présenter le jeu avec donc Maram. Malheureusement, Lorena ne sera pas présente. Elle sera présente, donc elle ne pourra pas. Elle est présente. Donc je vais vous expliquer comment nous avons décidé de faire cela. Le but était de prendre un jeu qui était existant et qui fonctionnait déjà pour pouvoir derrière avoir des explications. Notre idée initiale, donc, c'était effectivement un mixage du Monopoly avec le SME, donc c'est-à-dire la norme ISO 14001. Le challenge, évidemment, reste le même, seulement quelques différences notables. Le but, non pas de devenir le plus riche, mais de devenir donc le plus respectueux de l'environnement, le joueur le respectueux de l'environnement. Les points qui sont attribués ne sont pas des euros, mais des enviropoints. Et il y a effectivement toute une partie didactique sur chaque carte, ce qui permet effectivement d'avoir des connaissances sur les sociétés et d'avoir une idée de ce que représente par exemple le CO2 par rapport à sur une société comme Air France ou sur une société autre. Il y a donc des axes d'amélioration. Ces axes d'amélioration sont présents. Ils sont aussi liés donc au SME, donc au système de management de l'environnement. Nous en avons noté donc un certain nombre. Les notions d'amélioration, évidemment. L'impact environnemental donc de nos consommations, que ce soit en CO2, en carbone, et les possibilités donc les innovations pour limiter donc ces empreintes carbone. Voilà. Je passe la parole à Maram. Donc voilà comment se présente notre plateau. Donc comme vous le voyez, c'est le design classique du Monopoly, on le reconnaît. Sauf qu'il y a des différences. Par exemple, on ne va pas avoir des noms de rues, mais des secteurs d'activité, des entreprises que tout le monde connaît en général. Et un système de couleurs qui n'est pas le même, donc qui nous rappelle celui des émissions de CO2 pour les voitures. Quand vous achetez une voiture, vous avez ce genre de classement, ou celui des électroménagers pour la consommation d'énergie. Donc on a gardé cette même idée de plus on est proche du rouge, plus ces activités ou ces industries elles vont polluer, émettre du CO2, plus on s'approche du vert foncé, et plus ces entreprises elles vont être écologiques, respectueuses de l'environnement. Donc on va zoomer. Par exemple là, on garde les cases classiques du Monopoly, le départ, la prison. Et on a ces changements. Donc là, par exemple, l'élevage ou la déforestation, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne pense pas. Donc c'est des activités qui polluent énormément. Il y a beaucoup d'émissions de CO2, le plus au monde. Donc elles ont une valeur très faible en environ points, on va le voir. Là, on a à la place des gares, les transports en commun, par exemple le bus ou le bateau. Et avec cette logique du classement, on comprend que le bus, ça pollue plus que le bateau, par exemple. Donc ce système d'environnement dont vous a parlé Olivier, c'est un système qui permet de gratifier les entreprises ou les activités. Par exemple, l'élevage, c'est très polluant, donc elle a une valeur d'environnement très faible, 60 environnement en l'occurrence. EasyJet, ça pollue énormément, on reste près du rouge, mais ça pollue moins que l'élevage. Donc, elle va avoir une valeur d'environnement de 160 par exemple. Et le but aussi, ça va être que, par exemple, si moi, j'ai la carte élevage et qu'un joueur va tomber dessus, il va consommer chez moi, il va me gratifier avec un certain nombre d'environnements en fonction des actions et de mon respect pour l'environnement. Donc l'élevage, c'est très polluant, il va me donner une très faible quantité d'environnements. Plus on va s'approcher du vert, et plus l'entreprise va être gratifiée avec un nombre d'environnements plus élevé. D'où cette logique dont vous a parlé Olivier, que le but du jeu, ça va être d'être le plus respectueux de l'environnement, en gagnant un maximum d'environnements.
Donc pareil, la partie supérieure, idem, on a les cases classiques. Là, les transports en commun. Donc là, on comprend que le bateau, c'est plus polluant que le train et le train plus polluant que le tramway. Donc si par exemple, vous avez la possibilité de choisir entre le bus ou le tramway, il vaut mieux choisir le tramway parce que c'est moins polluant. Du coup, il y a ce côté aussi de prise de conscience et de savoir nos impacts en termes d'empreinte carbone, par exemple, sur nos consommations tous les jours et nos actes quotidiens. Et pareil, ce système d'environ-point qui augmente en fonction du respect et des actions mises en place par les entreprises. Donc, comme un vrai Monopoly, on va avoir les cartes chance et les cartes caisse de communauté. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a des classiques, par exemple, aller en prison, avancer jusqu'à case départ. Et des cartes plus spécifiques au thème du jeu, à l'environnement. Par exemple, là, vous avez votre entreprise n'a pas respecté l'objectif de réduction des émissions. Vous devez payer une amende de 40 environ-points par tonne émise supplémentaire. Vous avez dépassé l'objectif de 5 tonnes. Donc là, le joueur, il va devoir donner 200 environ-points. Pour la carte chance, par exemple, vous décidez de changer de voiture pour une voiture moins polluante. En plus de faire un geste pour l'environnement, vous économisez 150 environ-points de taxe CO2. Donc ça, c'est actuel. C'est vrai, quand vous achetez une voiture, vous payez une taxe de CO2. Donc là, ça nous apprend quand même que faire des gestes pour l'environnement, ça peut aussi être bénéfique pour nous. Donc voilà. Là, c'est l'ensemble des cartes. Je peux vous les montrer ici. Elles sont... Là, je vous ai mis la face de devant où il y a plein d'informations. Et derrière, vous avez les images des entreprises. Donc si on zoome sur une carte en particulier, il y a différentes informations dessus. Donc là, par exemple, c'est Air France qui fait partie des activités aériennes, des compagnies aériennes. Donc on a une information tout en haut qui dit que chaque année, l'aviation civile émet près de 3% des émissions de CO2. C'est donc près de 660 millions de tonnes de CO2 par an émises, soit 20 000 kilos par seconde. Donc imaginez, vous prenez un vol qui dure 1 heure, il faut multiplier 20 000 kilos par 3600, excusez-moi, 3600, et c'est ce qui a été émis comme CO2 pendant juste la durée de votre vol. Après, vous avez une section consommation. C'est comme le loyer au Monopoly, sauf que là, on va gratifier notre entreprise avec un certain nombre d'environ-points en fonction des actions qu'elle a mis en place pour l'environnement. Par exemple, si mon entreprise n'a fait aucune action, le joueur qui tombe sur ma case, il va me donner que 10 environ-points. Si jamais je mets en place une action, ça va être 50, et ainsi de suite. Ces actions dont je vous parle, là, se trouvent juste en dessous. Donc, celui qui a la carte, il va devoir payer ses actions d'amélioration à 100 environ-points. Il faut bien investir pour mettre en place des actions d'amélioration. Donc, c'est le prix de ces actions. Et les actions qu'on a mises sur les cartes, elles sont vraiment spécifiques à ces entreprises et ces secteurs d'activité parce qu'on a fait des recherches sur les communications de ces entreprises par rapport au développement durable et à leurs projets futurs d'amélioration. Et vous avez une information spécifique à l'entreprise elle-même. Donc là, Air France, ça représente 16 millions de tonnes de CO2 émises chaque année. Et donc la valeur qu'on attribue à cette carte qui est 140 environ-points. Après, pour un autre exemple, là, vous avez vu la carte précédente, c'était une carte marron, donc on est proche du rouge. La carte jaune, elle est moins proche du rouge, plus près du vert. Donc là, c'est les technologies d'information et de la communication. On sait que 1 euro dépensé en matériel informatique, ça représente 900 kg de CO2. Donc imaginez vos téléphones, par exemple, que vous achetez entre 200 et 900 euros, ce que ça représente en termes d'émissions de CO2 pour les produire. Donc ça éveille un peu les consciences quand on joue au jeu. Il y a le côté ludique, mais aussi le côté didactique, où on apprend vraiment l'impact de nos consommations. Idem, on aura les valeurs qu'on nous donne d'environ-points en fonction de nos actions mises en place pour améliorer notre respect de l'environnement. Les actions qui peuvent être mises en place. Une information, par exemple, Microsoft, ça représente 10 millions de tonnes de CO2 en une année. Et la valeur qu'on donne à l'entreprise, 220 environ-points. Donc là, vous voyez la différence avec Air France, qui émettait 16 millions par année, donc qui valait moins d'environ-points. Et celle-ci qui émet moins de CO2, donc qui est plus chère. Et donc, toutes les cartes marchent sur ce fonctionnement-là. Et du coup, le but du jeu, comme on l'a dit, ça va être d'être le plus respectueux de l'environnement, mettre les actions en place pour que les joueurs nous gratifient avec plus d'environ-points. Donc on vous remercie pour votre attention et le plateau il est là si ça vous intéresse de regarder un peu plus près les cartes. Voilà. Merci beaucoup. Donc rebonjour à tous. Donc cette fois-ci, Alix et moi-même allons vous présenter un jeu qui est notre jeu cette fois-ci. Donc nous avons pu le créer lors d'une semaine de projet tutoré en vue donc de vous le présenter aujourd'hui. Donc ce jeu-là est
pas vraiment par rapport à ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, c'est plus pour la recherche de stage. Donc ça va vraiment être accessible à tout type de personnes, que ce soit à partir du collège, puisque déjà les collégiens en 3e ont un stage à effectuer, comme les stages qu'on peut faire en master. Donc ça va être comment un étudiant va faire sa recherche de stage, donc de l'établissement jusqu'à l'entreprise dans laquelle il aura trouvé son stage. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le but du jeu va être un parcours, on va dire qu'on s'est un petit peu inspiré du jeu Destin, je ne sais pas si vous connaissez. Donc vous avez un plateau de jeu avec un chemin à poursuivre. Ça va être une course entre les différents joueurs, donc ça va se jouer à plusieurs. Et chaque joueur, son but, ça va être de trouver son stage et d'arriver en entreprise. Et donc ça va être une course à celui qui aura trouvé son stage en premier. Et il va passer par différentes étapes qui sont les étapes d'un stage, donc comme signer la convention, toutes ces étapes-là qu'on va pouvoir retrouver. Et donc voilà, le but, ça va être une course entre les différents joueurs en étant le premier à atteindre son objectif. Alors voilà, Manon a un peu expliqué. Donc le principe, c'était de gamifier, comme il y avait écrit sur la diapo précédente, le process de stage, parce que c'est vrai que, moi pour ma part, quand je suis rentrée en master 1 et qu'on m'a dit il faut que tu trouves un stage, j'ai dit oh mon Dieu, mais comment je fais, comment ça se passe? J'étais un peu stressée à ce niveau-là. Et du coup là, ça permet de et du coup, ça permet un peu d'appréhender plus facilement ce process-là et donc de ne pas rater des étapes. Donc, on a un plateau de jeu qui malheureusement est encore en cours de construction, donc vous ne pourrez pas avoir d'aperçu aujourd'hui. Et donc, on a plusieurs types de questions, plusieurs types on va dire, d'étapes à franchir sur le jeu. Donc le jeu s'appelle En route pour le stage. Donc voici en gros les cartes qu'on a créées. Donc juste petite précision, on n'est pas les seuls à avoir créé le jeu. Il y a aussi Charlotte Généreux qui est ici, Giroud Cyril, Hervé Gourmelon et aussi malheureusement qui n'est pas là, Monique Albert et Katia Garwal. Donc, tout simplement, au départ, nous tirons une carte personnage, donc comme vous pouvez voir, personnalité du coup, comme vous pouvez voir ici. Voilà, vous voyez des petits sigles, et ces petits sigles vont permettre en gros de choisir après au moment une situation. Les situations, ce sont des cartes qui vont être tirées au moment des intersections, parce que du coup, comme le jeu Destin, il y aura un chemin plus court pour arriver plus rapidement au stage et un chemin plus long, donc il y aura plus d'embûches pour pouvoir arriver au stage. Donc ces cartes situations, on peut y répondre en fonction des petits sigles qu'on a sur notre personnalité. Et donc forcément, vous voyez, choix 1, vous devez créer votre CV, tu mis sur la forme, tu mis tout sur la photo, tu mis sur tes qualités ou tu mis sur l'expérience. Donc forcément, il y a 2 choix qui sont corrects et 2 choix qui le sont moins. Et aussi, sur tout le long du plateau, vous allez avoir donc des cartes... des cases, on va dire violettes. Nous, on a décidé qu'elles seraient violettes et ça serait des cartes questions. Et du coup, ça serait des questions, que ça soit au niveau juridique, au niveau social, etc. Comme par exemple, quel est le critère le plus apprécié lors de l'entretien? La personnalité, le dynamisme, la motivation ou l'apparence? Et bien entendu, entre 2 candidats au profil proche, c'est la personnalité qui va faire la différence au moment de l'entretien. Voilà, par exemple, c'est un des je ne sais combien de questions qu'on a pu créer. Voilà. Ensuite, bien sûr, comme le principe pas du Monopoly, on va dire, mais on va dire qu'on a essayé de créer des embûches, on a créé des cartes pièges et des cartes chance. Donc ces cartes pièges et chance, ça va empêcher de choisir certaines réponses au moment des situations, donc du coup provoquer un handicap pour le joueur et rendre ça un peu plus difficile. Et aussi, parfois, il arrive que 2 joueurs tombent sur la même case en même temps. Et du coup, on a créé des cartes duels. Donc pour ça, pour savoir en gros lequel va être meilleur, entre guillemets, par rapport à l'autre. Donc les cartes duels se présentent sous différentes formes. On a par exemple des Ishikawa, où on doit mettre en gros les bons termes dans les bonnes cases. Donc bien sûr, on a fait des choix qui ne puissent pas être ambigus. C'est forcément, si c'est clair, c'est logique. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les choix à faire. Voilà, c'est pour ça, que même des collégiens puissent pouvoir y répondre facilement sans avoir forcément la notion de l'Ishikawa, etc. Et aussi, on a pu créer, par exemple, des CV avec des fautes dedans où les joueurs devront retrouver les fautes
le plus rapidement possible. Forcément, celui qui aura trouvé les fautes en premier pourra avancer, l'autre il restera arrêté sur sa case. Ou encore, on a des offres de stage un peu comiques, où là, ça sera aux autres joueurs de décider lequel des deux joueurs qui seront en duel pourront avoir l'offre de stage, en gros, pour avoir ce stage, parce qu'ils devront se vendre, faire comme s'ils étaient en entretien. Par exemple, là... Une offre de stage, les marins d'eau douce, c'est un truc un peu comique, hein, c'est pas l'entreprise qui propose des séjours en mer de longue durée pour pêcher du gros poisson. Nous mettons à votre disposition une barque, un casailleur, un filayeur, un seineur ou un chalutier. La bonne humeur est de rigueur, il faut savoir chanter les sardines. Titre du poste, début du stage dès que possible. Marin-pêcheur, lieu Tonnerre de Brest. Émission, vos tâches principales seront les suivantes: être patient, être polyvalent et solidaire, trier, laver, vider les poissons et les ranger dans des caisses avec de la glace, être lucide sur son odeur en fin de journée, et salaire, une bonne douche. Voilà, c'est des trucs un peu comiques et il faudra se vendre pour pouvoir réussir le stage, enfin pour pouvoir réussir à avoir ce stage. Et donc voilà, avec toutes ces embûches, toutes ces questions, etc., on pourra du coup avoir son stage, c'est-à-dire avoir signé sa convention, etc. Malheureusement, après, ce jeu, il s'arrête à ce moment-là, c'est-à-dire sur la partie plane, on va dire, quand on regarde notre PDCA du stage. Mais rien n'empêche de faire une extension après le stage, pendant le stage et après le stage, le mémoire, etc. Et là, pour l'instant, c'est vrai que c'est un jeu de plateau, mais rien n'empêche de le créer après sous format numérique. Malheureusement, nous n'avions pas les moyens pour le faire, mais les possibilités sont assez limitées là-dessus. Donc voilà, merci de votre attention. L'histoire donc de ces trois jeux vient effectivement j'oserais dire, non pas d'impasse pédagogique, mais en tout cas de suggestion pédagogique, puisque vous avez donc compris, dans le premier jeu, c'était une de nos collègues qui fait l'enseignement sur le risque psychosocial, et c'est vrai que depuis le temps qu'on baigne, depuis les 6 ans maintenant, sur cette logique de ludification, et l'idée est venue à cette enseignante de proposer finalement une approche, alors peut-être un peu dédramatisante, peut-être, sur le risque psychosocial. Le deuxième, c'est effectivement une autre collègue, Lorraine Corot, qui enseigne donc tout ce qui concerne l'environnement et la qualité, système de management de la qualité appliqué à l'environnement, et qui a suggéré ce travail colossal, hein, parce que je pense que vous pouvez l'imaginer sur un modèle assez classique finalement du Monopoly. Et puis le troisième, alors on va dire que les deux premiers étaient une incitation à compléter des cours et des postures pédagogiques. Et puis le troisième, j'oserais dire que c'est une impasse pédagogique que j'ai ressentie personnellement, puisque le démarrage du master commence par 2 unités d'enseignement. La première, c'est tout ce qui est outils numériques et apprentissage collectif, et la deuxième, c'est apprentissage personnel. Et dans l'apprentissage personnel, il y a la préparation du stage, qui est éminemment un chemin personnel dont on peut s'enrichir par rapport à des échanges, mais effectivement qui nécessite toute une méthodologie, et faire apprendre cette méthodologie-là aux premières années du master en leur proposant des outils en fait qu'ils vont retrouver plus tard dans le domaine de la qualité, ne serait-ce que par exemple l'identification des risques possibles à la non ou mauvaise ou retard dans le choix du stage. Alors quand on est au terme de choix, c'est qu'on les a, les stages. Donc c'est parfois, on n'a pas les sujets, les sites de stage, et donc, ou bien je suis en stage et je pars complètement en vrille, parce que ça existe aussi. Et donc l'idée, au bout de 2 ans, entre guillemets, de pression permanente, effectivement, donc... Et j'oserais dire, en plus, grâce à l'influence d'Isabelle l'année dernière sur l'atelier Tech It, l'idée c'est de se dire finalement,
il y a dans tout cela, dans cette part d'aléatoire, la possibilité de mettre en contact l'étudiant dès qu'il va rentrer dans cette formation professionnelle avec des outils, avec des raisonnements. Donc on est à la fois sur de l'information, on est sur une mise en scène, et puis quelque part le but il est prégnant. Sans le stage, c'est une partie de la formation qui n'existe pas, puisque sur 2 ans il y a 10 mois de stage, donc il faut absolument que ces stages soient réalisés et puis que ces stages soient profitables, puisque tous les étudiants de notre master à 4 ans sont encore embauchés, j'oserais dire, avec un très fort taux de rétention pour une formation professionnelle. Donc avant de vous passer la parole, personnellement, je voulais vous remercier de cet engagement. Alors là-dessus, on est sur une appropriation, alors j'oserais dire de la commande. Et donc cette appropriation, elle met du temps. Vous parliez de faire créer des jeux par vos étudiants, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça aussi, c'est quelque chose, finalement, on apprend en marchant, mais en tout cas, on apprend. Et la deuxième, c'est effectivement de s'approprier, on va dire, des outils qui vont être des outils que ces professionnels vont avoir. Et derrière tout ça, et Jean-François va continuer là-dessus, je lui laisse la parole, c'est que ces étudiants font partie d'une junior entreprise. Et l'idée de cette junior entreprise était aussi de pouvoir faire que des étudiants de M2 coachent des étudiants de M1 qui vont rentrer. Pour justement dédramatiser quelque chose pour lesquels les enseignants leur mettent la pression. Il y a donc comme ça un jeu de rôle qui s'instaure, qui fait que quelque part, aucune action, on va dire, n'est faite dans le vide. Elle a toujours une valorisation. Alors c'est plus une valorisation de notes, et ça il faut qu'on le fasse comprendre. J'ai vécu personnellement cette année la préparation de la S Gaming Week, justement en disant mais attendez, si vous attendez que vous soyez noté plus tard, ça ne marche plus. Par contre, vous allez acquérir des compétences. Et c'est juste fondamental ce que tu dis là, parce que ça nous oblige à dire quelque chose que hier soir très tard et ce matin très tôt je partageais avec Jean-Marc dans la voiture quand on se déplaçait dans la ville, c'est qu'il ne faut pas se planter par rapport à 2 choses que sont le prix et la valeur. Il y a peut-être un prix à être étudiant, il y a peut-être aussi un prix à être enseignant, surtout quand on sait comment en France on a tendance à vouloir que, puisque les gens ne sont pas enseignants mais enseignants-chercheurs, en fait l'objet final de leur vie au quotidien c'est juste de faire de la paperasse, et d'un autre côté, on se retrouve avec des étudiants à qui on explique que pendant quelques années de leur vie, en fait, ils vont devoir être à la fois des éponges, ils vont devoir être à la fois des gens très polis, très silencieux, très dans l'écoute, dans l'empathie et dans la vénération parfois. Il n'y a rien à vénérer. On n'est pas au Japon. Malgré mon embonpoint, je suis pas un sumotori, donc je suis pas un dieu vivant. Et c'est encore plus simple puisque je suis pas prof, donc je peux me permettre de dire ce genre de trucs. Moi, j'ai la chance aussi de faire partie de ces gens bizarres qui, à l'intérieur du système académique, parce qu'ils ont laissé derrière eux en fait leur diplôme et une partie de leur cursus en fait reviennent par la porte qui est celle du monde industriel, porteurs de compétences et de connaissances, mais surtout pas drapés dans des thèses, des diplômes et des machins, parce que moi au quotidien ça ne sert à rien. Ce que vous avez fait, c'est démontrer quelque chose de très simple, c'est que vous avez démontré que vous aviez perçu la valeur. Et en démontrant que vous aviez perçu la valeur au travers de cet exercice et au travers de vos productions, et je peux dire que ce qu'on a vu là, c'est vraiment extrêmement encourageant, et c'est quelque chose dont on aimerait, et c'est formel ce que je dis là, que ça soit utilisé, donc ce sera le cas. Ce sera le cas, on s'y engage, Pascal et moi. On veut qu'il y ait une valorisation de ce que vous êtes au sens existentiel, au sens essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que aussi quelque part, vous symbolisez cette transmission générationnelle
entre des gens qui à un moment se permettent de prendre un micro et puis des gens qui sont assis de l'autre côté de la salle et qui prennent des notes ou qui sont en train de s'emmerder sur Facebook. Ça, après, c'est vous qui choisissez. Mais nous, la seule chose qu'on voit, c'est des ordinateurs, donc on ne sait pas ce qu'il y a sur l'écran. Et donc du coup, ce que vous êtes en train de faire, c'est tout simplement de construire votre propre, enfin, d'affirmer votre propre expertise, votre propre expérience. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sortir avec des arguments de valorisation individuelle et collectif qui sont complètement différents et qui n'ont juste mais rien à voir avec une note, qu'elle soit sur 10 ou sur 20, qui serait posée sur une copie. Ça n'a aucun intérêt, une note sur 10 ou sur 20 qui est posée sur une copie versus ce qui est en train de vous construire quand vous faites ce type d'exercice. Et ça, cette construction de vous-même, c'est en fait clairement notre meilleure récompense. Moi, vous savez très bien que j'ai une façon un peu particulière d'aborder le monde de l'évaluation de mes interventions et clairement d'observer certains résultats de construction de vous-même en tant qu'individu, c'est ça qui est ma récompense. Moi, je touche mon salaire quand j'observe ça. Le reste, je m'en fous complètement. Ça n'a vraiment aucun intérêt, aucun impact. Ce qui se passe aussi, et alors cette fois-ci, si j'essaie de... Je suis très très bon à l'exercice qui consiste à me contredire moi-même. Si pour autant... je veux être vraiment très respectueux, on va dire, des canons académiques. Sachez que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement, d'ores et déjà, là, à la minute à laquelle on parle, mettre sur votre CV. C'est-à-dire que vous venez de faire une communication lors d'une conférence internationale. Bon, peut-être que ça vous servira jamais à rien, mais je suis convaincu que si quand même. Et ce que vous venez de faire, en fait, c'est quelque chose qui affirme votre capacité à la mise en perspective de vos compétences et de vos connaissances. Donc pour les 3 groupes qui sont passés, pour les 3 façons que vous avez eu de présenter ça, pour les 3 façons que vous avez eu de traduire ce genre de choses, eh bien, vous avez contribué à faire avancer les choses. C'est ce qu'on fait tous modestement, pas de fourmi après pas de fourmi. Les pas de géants, moi je connais pas. Quand je vois des pas de géants, je me demande en fait sur quelles échasses le mec est monté, mais les pas de fourmis, je les connais parce qu'ils arrivent toujours au but. Et donc ça, c'est vraiment très très important. Notre master a une série de particularités, et c'est aussi pour ça qu'on sait et qu'on a beaucoup de plaisir avec Pascal à savoir qu'on est des emmerdeurs, c'est que notre master est un master dans lequel on sait qu'on se permet d'avoir beaucoup de plaisir à constater que nos étudiants se permettent de faire ce genre de choses. Et c'est notre récompense de voir ce type de résultat. Donc quand il y a quelques années on a décidé que Segamed serait un jouet intellectuel et un jouet conceptuel, et bien là aujourd'hui on est en train de s'éclater avec le jouet. Quand il y a quelques années on s'est enquiquiné parce que chacun ses lubies, moi je voulais qu'on ait la première junior entreprise dans une fac de médecine en France, on l'a aujourd'hui et vous faites des trucs qui sont géniaux et puis on fait la nique à tout le monde qui part du principe qu'il ne peut pas y avoir de junior entreprise dans une fac de médecine. Pourquoi pas? Depuis quand la médecine c'est pas du business? Donc à partir de là, on est dans quelque chose qui est le fait de se permettre d'identifier éventuellement des points durs ou des limites et surtout de prendre le grand pied de pouvoir les pousser, les bousculer, les ignorer et faire quelque chose avec. Vous savez, dans l'histoire, déjà plusieurs choses. 1, dans la nature, l'angle droit, ça n'existe pas. 2, dans l'histoire de l'art, baroque, ça vient d'un mot portugais, berrueco, qui était la façon de dire quelles sont les perles qui ne sont pas parfaites. Et c'est très bête, mais c'est celles qui sont pas parfaites qui sont souvent les plus amusantes et les plus intéressantes. Elles sont pas parfaites, elles sont pas totalement sphériques, leur orient n'est pas merveilleux, il est très très bizarre, sauf que on peut passer des heures et des heures et des heures à la regarder et que cette perle, elle sera toujours différente et à chaque fois intéressante et séduisante. Le baroque, c'est ça, c'est la circonvolution intelligente. Et quand vous regardez un cerveau après avoir éclaté la tête de quelqu'un, eh ben c'est plein de ces petites circonvolutions. Faisons-nous plaisir, restons baroques. Et ce que vous faites, bravo de le faire. Merci, je vous le fais. Je tiens à vous le dire avant la fin de la conclusion de Segamed de cette année. C'est une petite félicitation intermédiaire, mais c'est vraiment un truc génial. Donc bravo. On peut vous applaudir. Non, c'est à nous de vous applaudir.
Quand notre doyen Baquet a pris ses premières fonctions il y a 5 ans, dans sa profession de foi, et c'est rigolo parce que ça a été repris par un des exposants et intervenants donc hier, Jérôme Poulain de la société Audace. Rappelez-vous de ces termes de Mirabeau. Alors malheureusement Mirabeau a mal fini, hein, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et nous sauverons la France. On peut peut-être dire que c'est encore d'actualité. Eh bien, notre doyen avait choisi une maxime de Benjamin Franklin qui, hier matin, en ouverture de ses gamèdes, j'ai bafouillé. Alors, on est presque fermeture, décidément, on est presque fermeture de ces gamèdes. Et je voulais vous la redire parce qu'elle prend tout son sens, je vous l'ai dit. Tu me dis, j'oublie. Schéma classique d'une conférence, on écoute, on s'endort. Tu m'enseignes, je me souviens. Il y a déjà quelque chose d'intéressant. Tu m'impliques, j'apprends. C'est en vous impliquant de cette façon-là que, finalement, j'oserais dire, le diagramme d'Ishikawa n'aura plus de secret pour vous. Mais ce n'est pas sa conception, c'est son usage. C'est la façon, finalement, de dire comment je peux structurer ma pensée pour identifier des risques de telle ou telle nature. Pourquoi sont-ils de telle ou telle nature? C'est ça l'appropriation. Et c'est ça qu'on attend de vous, puisqu'on vous forme à pouvoir les réutiliser. Donc, bravo et merci. Parce que là aussi, c'est un élément important dans un process qui est une petite politique de petits pas. De la même manière qu'on progresse dans le secteur de la santé. Je vous rappelle tout simplement que des formations très courtes mettent 5 ans à faire un professionnel. La santé, c'est 15 ans. Je vous laisse juste méditer là-dessus. Et je vous remercie. Merci. Je vous remercie tous.